cet après-midi, on vous propose deux sujets pour les tables rondes. Un premier sur la gestion de l'eau, voilà, quelles pistes pour préserver la ressource en eau, et un second sur les sujets de confort d'été, notamment en construction bois. Voilà, donc je vais passer la parole à Damien, qui va animer la première table ronde. Voilà, bonjour à tous, bonjour. J'espère que on va vous intéresser avec cette première table ronde sur la gestion de la ressource en eau. C'est pas, on a raccourci votre buffet dessert, alors j'espère que ça vaudra la peine. Donc, effectivement, dans la démarche du démonstrateur Ville Durable, ça a été dit, c'est un quartier bas carbone, mais c'est aussi un quartier résilient. On sait que la métropole de Strasbourg va être particulièrement sensible aux effets du changement climatique, que ce soit sur les questions de confort estival ou effectivement ce qu'on commence à appeler l'habitabilité estivale, les temps de sécheresse, de fortes pluies. Et du coup, cette question de la résilience du quartier Citadelle va passer notamment par, ça a été dit ce matin, une ambition de cité-jardin et donc de forte végétalisation, d'où toutes les questions liées aussi à la gestion de la ressource en eau. Et du coup, ça va être le thème de cet après-midi. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Tout d'abord, il y a Martin Chaunet, bonjour, donc, qui est chargé d'études à CERU Ingénierie, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire qui accompagne donc les maîtres d'ouvrage dans la conception, la réhabilitation, la construction de bâtiments. Et donc, il a mené une étude avec un autre bureau d'études qui est New Oasis, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'eau et qui a sur la question de l'eau et notamment sur la baisse des consommations et la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc, on a une première étude, enfin une étude qui a été réalisée dans le cadre du DVD et qui sera présentée par Martin, pardon, et puis par Maxime, qui est donc un collègue de l'Eurométropole, Maxime Pommiès, ingénieur en innovation dans le service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole. Donc, ils vont vous présenter cette première étude. Je dirais un mot sur la manière dont elle a été intégrée dans le projet du Citadel et dans le dossier de subvention du démonstrateur ville durable, à la place de Victoire Guy, qui est absente aujourd'hui, qui n'a pas pu être là, et qui est donc la chef de projet de la SPL et qui a piloté dans l'équipe projet le projet du démonstrateur et plus globalement l'ensemble du quartier Citadel. Et puis on aura une deuxième présentation par Christian Piel, donc, qui est urbaniste hydrologue, d'après la signature de votre mail. Donc du cabinet Urban Water, et donc qui intervient aussi pour la collectivité sur les projets en rue. Et on aura notamment un petit focus sur le quartier des écrivains, et, entre autres, ou pas, vous nous direz le cadre de votre intervention sur l'ANRU, dans le projet en rue. Et puis on finira avec un autre collègue, donc Vincent Julien, donc qui a un rôle d'AMO pour la gestion intégrée des eaux de pluie au service d'aménagement de l'espace public chez nous, à la direction des espaces naturels et des espaces publics et de nature, pardon. Et qui a comme rôle d'accompagner justement cette intégration de la gestion de l'eau dès l'amont, et on pourra échanger sur toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment aussi en termes de gestion. Voilà un peu pour le planning. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Maxime Martin qui démarre. Je démarre. Merci Damien. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va faire cette première présentation avec Martin, comme ça a été dit, et aussi avoir en tête que dans le cadre du démonstrateur ville durable, vous avez, je pense, déjà tous en tête les trois axes qui ont été choisis et qui sont travaillés, qui seront développés dans le futur. Et là, l'idée, c'était d'aller sur une partie de l'axe 2 sur la thématique de la gestion des eaux dans un quartier plus résilient, dans un contexte d'essayer d'avoir moins d'impact sur la ressource en eau, en termes de sobriété, moins de prélèvements dans notre nappe phréatique notamment, moins d'impact aussi derrière sur les milieux naturels en termes de pollution, et aussi dans l'adaptation aux conséquences du changement climatique et notamment des épisodes pluviaux qui peuvent être de plus en plus forts et de plus en plus localisés, enfin, qui le sont déjà. Donc, rapidement, avec Martin, on va vous présenter une synthèse de cette étude qui est quand même qui a été très approfondie et très conséquente sur
les 3 volets qui sont la gestion intégrée des eaux pluviales, la récupération et réutilisation des eaux de pluie pour des usages notamment domestiques, donc en intérieur, et la récupération et réutilisation des eaux grises, idem pour des usages notamment domestiques. Première partie sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Je vais passer assez rapidement, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que Vincent y reviendra tout à l'heure. L'idée, avec donc, les 2 bureaux d'études qui ont travaillé sur ce quartier, à l'échelle de ce petit territoire, ça a été, à partir des premiers plans qui étaient déjà d'urbanisme qui étaient déjà prévus, d'essayer de voir si on pouvait aller plus loin de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, c'est-à-dire essayer d'infiltrer au maximum l'eau pluviale et donc infiltrer au plus proche de là où la goutte d'eau tombe sur le sol ou sur les surfaces urbaines. Donc il y a eu tout un travail de modélisation du quartier, bon, là, éco-quartier, mais quartier, avec regarder si on peut aller plus loin en termes de nous dans l'espace public, nous dans les espaces privés, de revêtement infiltrant, tout un travail de simulation par un logiciel notamment de New Oasis, qui a abouti à se dire, bon, ben, on pourrait essayer d'avoir un quartier, on peut dire 100% infiltrant, donc pas d'eau pluviale qui aille dans le réseau d'eau usée et pas besoin de réseau séparatif. Donc gérer les eaux pluviales vraiment le plus possible à la surface avec essentiellement des techniques végétalisées. Là, c'est ce qui a été donc montré que c'était possible par l'étude. Et donc l'idée, c'est d'aller et sur une maximisation de l'infiltration sur les espaces privés. Donc ça, c'est ce qui passe vraiment sur les espaces privés, et aussi sur les espaces publics. Et dans les espaces publics, ça met du coup en branle toute une réflexion avec notamment les futurs services gestionnaires, que ce soit les services voirie, les services espaces verts. Et donc, il y a eu pas mal de discussions et d'avancées, de compromis aussi en changement de mode de faire qui ont permis d'arriver au quartier dans lequel il va être par la suite. Mais ça, c'est un sujet, je pense, qui sera développé tout à l'heure. Sur la partie récupération, réutilisation des eaux de pluie pour des usages donc externes, mais aussi intérieurs, ce qui est désormais possible par l'évolution de la réglementation ces derniers temps. Justement, j'ai mis une diapo pour rappeler le fait que cette réglementation a notamment connu un coup de pouce ou un coup de coude, je ne sais pas comment dire, voire un coup de pied à la suite du plan eau présenté par le président de la République en 2023, et que donc certains usages, notamment domestiques, donc à l'intérieur des bâtiments, sont maintenant possibles pour les eaux dites non conventionnelles, où en fait la notion qui a été introduite dans le décret et l'arrêté dédié, c'est eau impropre à la consommation humaine, donc ce qui n'est pas de l'eau potable pour notre consommation humaine. Donc, vous voyez, il y a des petits points verts pour ce qui est possible, entre guillemets, sans trop de lourdeur administrative. Ce qui est orange, c'est possible avec plus de lourdeur administrative. Et ce qui est rouge, c'est ce qui reste interdit. Donc, notamment les usages d'hygiène et de boissons, évidemment, qui restent, en tout cas en France, que à faire avec de l'eau potable, donc conforme et donc distribuée par le service eau et assainissement de l'Eurométropole, sur le territoire de l'Eurométropole. Voilà, je passe assez rapidement, mais c'est pour que vous voyez qu'il y a cette impulsion qui a été donnée avec l'évolution de la réglementation. Au niveau méthodologie, sans rentrer trop dans les détails, l'idée, ça a été à la fois de quantifier les eaux de pluie qui sont récupérables, sachant que seules sont récupérables et réutilisables celles qui sont issues des toitures non accessibles. Donc les eaux de voirie, ça, c'est pas réutilisable. Les eaux qui tombent sur des toits terrasses sur lesquels les gens peuvent aller, c'est pas réutilisable. Mais donc, on a regardé à l'échelle de ce qui est prévu dans Citadelle Nord, toutes les toitures qui ne sont pas accessibles, et donc quelle quantité d'eau, en fonction de la pluviométrie, et surtout de la pluviométrie qui, dans le futur, pouvait être utilisable. On a regardé aussi quels sont les volumes d'eau nécessaires par des usages, donc à l'intérieur, vous le savez ou pas, on le verra juste après, ceux qui sont pour l'hygiène, pour l'alimentation des toilettes, pour la boisson, etc. Et donc seulement certains sont possibles, comme je l'ai dit, pas l'hygiène et pas la consommation d'eau. Et idem après, quantification des volumes d'eau grise récupérables. Donc c'est une fois que les gens ont utilisé l'eau dans le bâtiment, c'est si on récupère toutes les eaux de douche, toutes les eaux de lavabo, quel volume ça fait et qu'est-ce que ça permet de alimenter comme usage derrière. Donc ensuite de voir si tous ces volumes, en fait, est-ce qu'ils se recoupent bien ou pas, et aussi est-ce qu'ils se recoupent bien dans le temps.
Ce qu'il ne faut pas oublier, comme cette semaine, l'eau de pluie, ce week-end, il y avait beaucoup d'eau de pluie, donc on pouvait utiliser de l'eau de pluie. Maintenant, il n'y a plus d'eau de pluie, donc si on se compte que sur l'eau de pluie, un usage interne, on n'aura pas d'eau. Voilà, donc c'est aussi voir en fonction de l'évolution des saisons si les usages peuvent être couverts ou non. Un travail sur le traitement qu'il y a à mettre en place pour respecter la réglementation qui provient de ce que j'ai montré avant, et une étude technico-économique des scénarios. Là, c'est juste pour vous donner une idée, on a fait, les deux bureaux d'études ont fait le travail sur un des îlots de Citadelle. Je ne sais plus combien de logements, 58 logements, c'est écrit, donc c'est bien. Pour voir sur 58 logements, la consommation d'eau actuelle, d'eau potable, ça se répartit sur une année avec tous ces volumes. Donc vous voyez, c'est beaucoup pour la douche, les toilettes, les lave-linges, donc beaucoup qui sont liés à l'hygiène. Voilà, donc ça, c'est les consommations classiques d'un Français, un Français moyen qui a une consommation normale. Et ça, c'est regardé à l'échelle de l'îlot. Sur la partie eau de pluie, alors ça, c'est la synthèse vraiment de l'étude sur la partie eau de pluie. Donc, on a essayé de calculer aussi bien l'échelle des bâtiments que des îlots, la quantité qu'on pouvait récupérer. Parce qu'on s'est aussi aperçu que si on avait une réflexion à l'échelle uniquement d'un bâtiment, en fait, la quantité d'eau de pluie qu'on arrivait à récupérer n'était pas vraiment suffisante pour alimenter suffisamment les usages. Donc, le taux de recouvrement n'était pas suffisant. Donc, on a essayé à chaque fois dans l'étude d'avoir un peu cette malléabilité entre on regarde à l'échelle d'un bâtiment ou d'un îlot et on voit si en fait c'est pertinent et est-ce que ça permet d'alimenter beaucoup d'usages ou non. Ce qui nous a permis de nous dire que donc, pour l'eau de pluie, avec une filtration simple, on peut faire de l'arrosage d'espace vert. Donc ça, pas de truc très nouveau, ça c'est classique. Mais c'est pertinent de le réfléchir à l'échelle de l'îlot pour pouvoir alimenter les différents espaces verts privés, mais aussi publics pour l'arrosage des espaces verts. Voilà. Pour l'alimentation des WC, là, on a vu que c'est la réflexion à l'échelle d'un bâtiment qui était pertinente. Et idem pour l'alimentation des lave-linges. Donc ça, ce sont les usages qui sont possibles par la réglementation à partir d'une eau de pluie, donc traitée avec une filtration simple, enfin juste filtrée, ou alors avec un traitement plus spécifique pour l'alimentation des lave-linges. Et là, on arrive à un taux de substitution par usage, c'est-à-dire qu'on utilisera moins d'eau potable du réseau, qui est de l'ordre de 50 à 60%. Ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui ne couvre pas tous les besoins d'usage. En termes de coût, on est aussi sur la partie eau de pluie, ce qui pouvait, en tout cas moi, me paraissait contre-intuitif au début de l'étude, c'est qu'en fait, ça coûte plus cher de réutiliser de l'eau de pluie que de prendre de l'eau potable du réseau. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur un territoire où l'eau potable est très peu chère, donc on est à peu près à 3,04 euros du mètre cube. Mais en fait, tout ça derrière, il y a toutes les installations qui sont à réfléchir en termes de canalisation à mettre en supplément, voire des traitements à mettre en supplément quand on est sur la partie lave-linge. Et quand on revient au coût au mètre cube, on a un coût qui est quand même supérieur à l'eau potable, qui n'est pas très loin pour les deux premières parties, mais pour l'alimentation des lave-linges, par exemple, à partir de l'eau de pluie, on a un coût qui devient prohibitif et que donc on a mis de côté dans la réflexion par la suite. Voilà, j'en finis avec la partie eau potable et je passe le micro à Martin sur la partie eau grise. Bonjour. Du coup, pour les eaux grises, par rapport aux ressources qu'on peut récupérer, on a un volume assez conséquent qui est là tous les jours, qui sont les douches et les lavabos, donc beaucoup plus présent que les eaux pluviales, qui a un énorme volume, en l'occurrence pour 58 logements, 1900 mètres cubes par an, pour un équivalent, pour ce qu'on peut réutiliser, 1500 mètres cubes à réutiliser éventuellement, s'il y a traitement. Là, on parle à l'échelle du coup des 58 logements. Je reviendrai peut-être sur pourquoi 58 logements et pas juste un bâtiment ou autre. Diapo suivante. Pas de souci. Oui, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans totalement le sujet, mais en termes de filtration, on est quand même assez lourd puisqu'on est sur des eaux usées avec du coup de la douche, donc potentiellement des matières fécales ou autres, matières organiques en tout cas. Donc on a différents traitements assez lourds, assez coûteux.
On parle du coup de traitement par bioréacteur à membrane, donc à la fois un, un vivier de bactéries qui mangent les particules organiques et les éléments nitrés pour les détruire, et de la filtration enfin, de l'ultrafiltration jusqu'à du coup entre 10 et 100 nanomètres, soit du coup à peu près les tailles des virus. Enfin, les bactéries, c'est au-delà de 100, et entre 10 et 100, c'est les virus. Donc vraiment, on élimine tout pour après stocker et redistribuer avec, si nécessaire, à point, surveillance. Voilà. Par contre, ça implique au niveau de l'îlot un ensemble assez complexe. Pourquoi on n'a pas raisonné au niveau des niveaux de bâtiment? C'est possible, mais sur le Citadel, on a surtout peu de gros bâtiments, donc c'est des petites tailles de bâtiments de 12 logements. Et en dessous de 12, en dessous de 50 logements, l'investissement de juste l'équipement et le coût d'entretien annuel n'était pas du tout intéressant. Par contre, du coup, la mise en œuvre en termes d'îlots est assez potentiellement un peu complexe, ou en tout cas à réfléchir, parce que contrairement à quelque chose d'habituel où on a une arrivée d'eau par bâtiment, un rejet d'eau usée par bâtiment, là on se retrouve à devoir trier les eaux qu'on peut réutiliser, à du coup les récupérer en un seul point, les traiter, les surveiller, et à créer un réseau depuis ce point vers tous les bâtiments. Donc c'est le réseau en vert qui va du coup distribuer pour les usages de WC et de lave-linge. Donc des réseaux bien visibles, identifiés pour être sûr de ne pas mélanger avec l'eau potable. Donc ça nécessite un traitement assez lourd. En première conclusion, du coup, on a vu du coup que les eaux de pluie, c'était assez intéressant avec une filtration simple et un arrosage des espaces verts assez direct. Pour l'eau de grise, le traitement est, comme je l'ai dit, assez lourd, mais du coup très efficace parce que du coup, on a un taux de substitution de l'ordre de 100% pour l'usage de WC et de lave-linge, ce qui permet d'avoir un coût au mètre cube, hors investissement, de 4 ou 5 euros, donc relativement proche des 3 euros qu'on peut trouver dans l'Eurométropole pour le prix de l'eau au mètre cube. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, aujourd'hui, on a de l'eau à 3 euros par mètre cube parce qu'elle est pas loin, peu profonde et propre, mais que dans certaines régions de France, elle est parfois à 6 ou 7 euros. Donc, ça a contrasté avec le futur, la concentration des pollutions avec l'assèchement des nappes et autres. En conclusion générale de nos études, on a du coup un investissement de base qui est pas rentabilisé selon nos calculs, sans subvention en tout cas. Par contre, un coût d'exploitation rapporté au mètre cube qui peut être intéressant, comme je l'ai juste avant évoqué. On a aussi du coup essayé de trouver en termes de rentabilité économique l'équivalent en termes de rentabilité carbone. Donc, toutes nos estimations ont été faites avec des euros et des kilogrammes de CO2 parce que distribuer un mètre cube d'eau, c'est du coup consommer de l'électricité, la filtration, la traiter après. Donc, je crois pour un mètre cube d'eau potable, on a besoin de 1,3 mètre cube d'eau douce et de 18 kWh d'énergie. Donc, en fait, c'est pas neutre. Donc, tout ça a un poids carbone. Et donc, avec des solutions, notamment sur l'eau grise, où on réutilise vraiment à 100%, on valorise vraiment tout l'eau qu'on récupère. On arrive du coup à avoir un équilibre entre l'intervention qu'on fait en plus, donc des réseaux supplémentaires, des installations électriques, techniques en plus. Tout ça, on arrive à l'équilibrer et à l'équilibrer. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Merci. Tu veux le faire? Oui, je peux le faire.
Merci Martin, juste aussi en conclusion supplémentaire. Donc comme ça a été dit, voilà, on le voit que cette idée d'utiliser des ressources alternatives à l'eau, ben, ça permet d'économiser le prélèvement sur la ressource, donc sur le côté préservation de la ressource, là on est dans le positif. Sur le côté économique, en tout cas en l'état actuel des choses, c'est pas forcément un critère intéressant, en tout cas aujourd'hui et ici sur ce territoire. Et sur l'empreinte carbone, c'est uniquement sur la partie eau grise où on voit que ça devient intéressant par rapport à encore consommer 100% d'eau potable. Donc ça, c'est très intéressant comme conclusion parce que je n'avais pas forcément connaissance avant cette étude et on a l'impression que avec la possibilité d'utiliser des eaux impropres à la consommation humaine, c'était la bonne solution parfaite, facile, qui cocherait toutes les cases. Non, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Et, Martin, tu n'es pas encore rentré dans les détails sur la façon de construire les bâtiments, des réseaux en plus, donc de la surface potentielle en moins, des zones de stockage, si elles sont à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments, la zone où on met le traitement, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Donc, c'est tout un tas de compromis avec plein d'autres critères dans la façon de construire les bâtiments et construire l'urbanisme au sens large. Et donc, qu'est-ce qui en ressort de cette étude? Donc, pas rien, évidemment. Donc, tous ces chiffres et toute l'idée déjà de aller au maximum vers un quartier déconnecté en termes de réseau d'eau pluviale, avec donc des compromis à trouver avec les services gestionnaires, comme j'ai dit tout à l'heure, et sur justement l'aspect qui apparaît comme possible, c'est expérimenter sur un immeuble, un îlot en autopromotion, la récupération des eaux usées, donc des eaux grises, pour les traiter et alimenter une laverie collective. Donc ça, c'est dans les projets de futurs îlots. Alors, je n'ai pas en tête le calendrier de cette partie du quartier, mais ça serait l'idée, c'est le choix qui a été fait avec le résultat de l'étude, la SPL, l'Eurométropole, pour travailler sur expérimenter justement cette possibilité, et tout en rappelant qu'il n'y a quasiment pas d'expérimentation de ce type pour le moment en France. Tout à fait. Effectivement, donc, pourquoi la laverie collective? Parce que justement, ça a évité d'investir dans un deuxième réseau pour redistribuer dans les logements. Et pourquoi pas les sanitaires? Parce que en habitat participatif, on veut bien partager la buanderie, mais pas forcément les sanitaires, ce qu'on peut comprendre. Donc, si l'option sanitaire, il aurait fallu redistribuer l'eau dans l'ensemble des logements. L'idée de cette buanderie collective, qui est effectivement pas innovante dans d'autres contextes. Je parlais trop fort ou trop proche du micro? D'accord. Pardon. Donc, oui, je disais effectivement, les laveries partagées, ça existe dans plein d'endroits, mais pas forcément. C'est pas si répandu que ça, même en Alsace. Et donc, voilà, comme il y a un certain nombre d'habitats participatifs, l'idée, c'est que, par définition, c'est des habitants qui sont dans l'idée de pouvoir mutualiser des ressources. Et donc, on va expérimenter ça. Voilà. Moi, ce que je voulais ajouter, et après, on pourra passer à la deuxième présentation, c'est que c'est un bon exemple de la démarche d'incubation qui a été la nôtre. C'est qu'à un moment donné, on a des objectifs, on les décline en problèmes, on étudie les problèmes et après on choisit une solution. Mais il y a des solutions qu'on a étudiées et qui ne sont pas avérées pertinentes. En tout cas, par exemple, pour l'utilisation domestique des eaux de pluie, ça nous a semblé beaucoup plus pertinent d'avoir une utilisation naturelle des eaux de pluie et d'aller arroser les espaces verts et de la gérer de cette façon. Donc, on a exploré un champ des possibles et on a retenu un certain nombre d'innovations, de projets, etc. Et c'était bien l'esprit de la phase d'incubation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Je vais passer la parole à Christian Piel qui va nous parler des projets dans le cadre de l'ANRU à Strasbourg. Ouais, alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Donc, moi, je me lève parce qu'il faut que je parle très vite, parce que j'ai beaucoup de slides. Et donc, effectivement, c'est les travaux de l'ANRU, mais ça m'embêtait d'arriver et de parler comme ça. Donc, je voulais raconter un peu l'histoire de l'eau dans la ville. Donc, c'est les 2 premières heures. Et ensuite, j'aurai encore 2 autres heures à... Non, Alors, non, ce qui est important de bien comprendre, c'est ça. Parce que c'est là où on passe de la notion de ressources à la notion de risque, où dans l'espace naturel, on a effectivement, quand il pleut,
50% de l'eau qui s'infiltre, donc c'est beaucoup hein, pour une pluie un an, c'est 50 mètres cubes par hectare qui s'infiltrent, qui recharge la nappe, qui active les sols, voilà, et qui évapotranspire, c'est-à-dire qui rafraîchit aussi le climat. Si sur ce même espace on met de la ville, en fait l'eau, cette même eau qui est tombée, elle devient une eau du risque, puisque quasiment plus rien ne s'infiltre, donc on n'a plus de ressources. Par contre, on crée du ruissellement, donc des inondations. Donc cette notion de valorisation de l'eau, le fait même qu'on infiltre l'eau, c'est déjà valoriser l'eau, c'est déjà en fait faire l'essentiel, quoi. Et voilà. Voilà, ça c'est le risque. Donc, première solution, on a commencé à faire des tuyaux. Après, on a fait des bassins de rétention. Donc, voilà, des bassins de rétention qui n'avaient que cet usage. Et puis, grâce à la loi sur l'eau, j'ai pu faire une première partie de ma fortune, puisqu'il a été demandé à chaque aménageur, chaque promoteur, de faire des bassins de rétention, de compenser l'impact qu'ils ont sur la ville. Voilà. Donc, ils ont commencé à faire des bassins de rétention. Au début, pas forcément terribles, parfois enterrés, bon, parfois, voilà, bon, parfois pas terribles non plus, mais on voit bien quand même que progressivement, il y a un lien entre l'eau et la ville, lien qu'on a perdu à l'époque d'Haussmann et quand on a commencé à mettre des tuyaux dans la ville hein, avec les hygiénistes. Nous, les urbanistes, on a perdu le lien avec l'eau. C'est le monde de l'assainissement. Là, on voit qu'il commence à y avoir de nouveau un lien, voilà, une ZAC moche, un bassin de rétention moche, donc une cohérence dans la réflexion. Voilà. Ensuite, il y a eu les nous. Et alors, les nous, bon, voilà, c'est un fossé hein, dans lequel on met de l'eau. Et après, on s'est dit, mais finalement, puisque c'est pour gérer le risque, c'est rare, donc ça peut être des espaces plus courants. Donc là, c'est un parc, et dans ce parc, on a remodelé le parc juste pour que ça fasse bassin de rétention. Donc, en cas de très grosse pluie, on inonde cet espace. Voilà. Je vous raconte ça pour vous, comment on a, nous les urbanistes, je ne sais pas qui vous êtes, mais nous les gens de l'aménagement, et aussi de l'eau d'ailleurs, en quoi on doit intégrer aujourd'hui d'autres métiers. Là, par exemple, c'est sur une ZAC, c'est moins bien que ce que vous avez fait, mais on y vient. C'était à l'époque où c'était que la gestion des eaux de pluie exceptionnelle. Donc, on a fait des bassins de rétention déjà à l'échelle de la parcelle, donc sur les bâtiments, et ensuite sur les espaces publics. On a créé des espaces publics qui récupéraient que leurs eaux à eux. Voilà. Et là, même pour le PP mairie, on s'en fiche. Donc, il y a eu des bassins de rétention sur les toits, c'est toujours le cas. Il y a eu des nous dans les parcs. Ça, c'est dans cette ZAC hein, qui a une quinzaine d'années. Voilà, ça, c'est des rétentions sur le côté. Et puis, ces derniers bassins de rétention. Vous voyez, il y a eu un travail très étroit avec le paysagiste. C'est ça. Et d'ailleurs, aussi l'urbaniste, en réalité. Donc, voilà, on voit que ça a dessiné la ZAC. Avec des bâtiments, on est au bord de la Seine avec des bâtiments sur pilotis. Voilà. Ensuite, j'ai parlé du plan pluie. Je n'aurais pas dû le faire ici, c'est une faute de goût, mais c'est la première fois qu'un PLU intègre, ce qui figure dans les SDAGE depuis très longtemps, qu'il faut absorber les petites pluies. Enfin, pas nous, mais le sol, il faut infiltrer les petites pluies. Et dans le plan pluie, donc en mars 2018, il y a eu cette imposition de faire en sorte que dans l'aménagement, on mette des espaces verts ou des toitures terrasses pour infiltrer les eaux pour ces petites pluies. L'idée étant que ces eaux, en ruisselant et en rejoignant les réseaux d'assainissement, se polluent. Et comme en cas de pluie, ça ne va pas jusqu'à la station d'épuration, mais ces eaux des réseaux séparatifs vont rejoindre le milieu naturel. C'est pour ça que j'ai mis cette photo où, dès qu'il pleut, en fait, on balance des eaux usées dans les milieux naturels, à Strasbourg comme ailleurs, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une deuxième contrainte qui est abattre les petites pluies. C'est aussi le cas à Strasbourg, où vous devez, pour les pluies courantes, cette fois, pas pour les pluies exceptionnelles, pour les pluies courantes, vous devez absorber les eaux, faire en sorte que votre aménagement, il intègre l'absorption des eaux. Une deuxième chose importante, hein, donc la gestion du risque bassin de rétention plus absorption des eaux, c'est deux réglementations différentes, mais qui toutes les deux se traduisent sur le territoire. Et ce qui est formidable avec cette réglementation d'absorber les petites pluies, c'est qu'on nous oblige, nous, de mettre de l'eau dans du sol. Donc en fait, on nous oblige à faire de la nature dans la ville. Donc tant mieux parce que ça répond à d'autres enjeux. Je vais très vite parce que, voilà, sachez, pour les plus vénaux, que l'agence de l'eau, elle est dans cet esprit-là. Puisque cette eau, plutôt que de la dépolluer dans leur station d'épuration, ils préfèrent financer les aménageurs et les promoteurs pour qu'ils infiltrent l'eau. C'est toute cette eau qui ne sera pas à traiter par ailleurs, quoi. Donc, voilà, il faut penser à l'agence de l'eau. Si bien que dans certaines réglementations, comme les PLU à Nantes,
quand on parle de gestion de l'eau, on parle d'abord de nature dans la ville qui implique de bien gérer les eaux. Donc, vous voyez, on est très loin de la démarche d'assainissement. On est de plus en plus dans une démarche de renaturation de la ville, ou parfois là, c'est sur les aspects ventilation, donc sur des aspects bioclimatiques, on parle quand même de l'eau, en disant, ben voilà, comme vous l'avez dit tout de suite, si on gère l'eau, ça participe du rafraîchissement, quoi. Voilà. Voilà, donc on commence à désimperméabiliser un peu tout, dont premier projet, quartier Mâcon-Lysée, où on a proposé pour l'Eurométropole de déconnecter les bâtiments existants pour que ces eaux des toits n'aillent plus dans les réseaux et encombrent les réseaux et aillent polluer le milieu naturel, mais aillent s'infiltrer dans les espaces verts et voir comment, avec ces eaux qui s'infiltrent, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut faire des espaces verts qui vont être plus rafraîchissants parce qu'il y aura plus de nature, quoi. Donc voilà, ça c'est un des projets, des propositions, des études qu'on a faites dans le cadre de l'étude pour l'EMS. Si bien que ça nous conduit... je suis très à l'aise encore dans le temps, d'accord. Je parle vite, mais merci. Oh là là. Donc, ça nous conduit à on change d'approche, puisque maintenant, on est amené à réfléchir comment, finalement, puisqu'il faut infiltrer l'eau, où est-ce qu'on va l'infiltrer? On se dit, pourquoi on n'infiltrerait pas dans les fosses d'arbres, quoi. Ouais, c'est tout bête, mais ça nous oblige à réfléchir autrement. Ce qui veut dire que j'ai mis cet exemple parce que c'est en Argentine où l'eau ruisselle dans les caniveaux dans lesquels il y a les fosses d'arbres. Ce qui fait qu'il y a des beaux arbres qui rafraîchissent les mailles commerciaux, quoi. Vous voyez le lien cette fois avec l'eau, le sol et la ville. Et surtout, ça nous permet de respecter aussi la réglementation. Donc, c'est ce métabolisme qui est intéressant. Voilà, on retrouve des pratiques anciennes un peu partout, voilà, avec des fosses continues. Et donc, on a aussi fait ce travail sur un autre quartier, je ne me rappelle plus lequel, où on a travaillé sur comment on pouvait infiltrer les eaux des pluies courantes, donc juste l'aspect éponge, et puis aussi comment on pouvait stocker les eaux de pluie des pluies exceptionnelles, donc la notion de bassin de rétention, mais aussi comment on pouvait se servir de cette eau de pluie comme une ressource. Donc, on a proposé de prendre des places de parking, donc un module de places de parking, qu'on décroute, qu'on végétalise. Il y a une partie de l'eau qui va s'infiltrer, une partie va être retenue ici, une partie va s'évapotranspirer. En cas de très grosse pluie, il y a une partie qui va se stocker sur la partie haute. Donc ça commence à être un petit peu complexe, mais en réalité, ça constitue un ouvrage pour des bassins versants relativement petits, mais s'il y a un travail assez fin avec le paysagiste ou le concepteur, l'architecte, l'urbaniste, le bureau d'études, eh bien, petit à petit, finalement, ça permet de végétaliser des parkings qui sont souvent sous forme de nappes dans les quartiers de logements sociaux, comme ailleurs d'ailleurs en réalité. Donc, vous voyez, c'est un lien très fort avec le paysage et ça va plutôt dans le bon sens, il me semble-t-il. Voilà, vous lirez ça. Ce qui fait que tout ça nous conduit à faire des opérations qui peuvent être très vertes. Là, c'est une pub. Je mets cette image parce que c'est presque excessif. On ne va pas faire des jungles. Mais c'est une pub, c'est FH pour ne pas les nommer. Qui ont toujours le sens de la mesure. Voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est la ZAC qui est terminée. Pourquoi j'en parle? Parce que ça, c'est un parc qui est décaissé pour récupérer les pluies 100 ans exceptionnelles des espaces publics. Pardon, ça, c'est l'agence Terre qui a fait ce parc aussi décaissé, qui récupère les eaux de pluie des espaces publics. Voilà. On a désimperméabilisé à fond. J'ai pris un exemple de ZAC très dense parce que je crois que c'est aussi un peu le cas pour vous. Voilà, où on désimperméabilise dès qu'on peut. Et puis, avec une circulation gravitaire où vraiment, vous voyez, ça affleure. Il n'y a pas de réseau, il n'y a plus de réseau. Voilà, vous étiez sur cet objectif, il y a 0 réseau. Ça, c'est à la parcelle, gestion à la parcelle, et voilà. Et puis sur le toit, on absorbe aussi les pluies. Alors il y a des architectes qui ont un peu rechigné. Il y en a un qui, là, c'est Édouard François, qui est alcoolique, je crois qu'on peut dire, et qui fait qu'il a, lui, il s'est dit, je vais mettre des champs sur le bâtiment. Et donc, quand vous achetez un logement ici, vous pouvez acheter un bout du champ en haut, quoi. Néanmoins, je rigole. Il est surtout drogué, je crois. Mais c'est intéressant parce que lui, cette contrainte, il s'en est saisi tout de suite de devoir absorber les petites pluies sur sa parcelle. Voilà.
Voilà, tout ça, j'évite. Ça, c'est à Nantes, j'en parle parce que on a vraiment fait le calcul. On s'est dit, voilà, est-ce que si on absorbe les petites pluies à la parcelle et on absorbe aussi les pluies exceptionnelles à la parcelle, finalement, il y a très peu d'eau qui arrive sur la voirie. Comme il y a très peu d'eau qui arrive sur la voirie, les caniveaux tels qu'ils étaient conçus, là, c'est le bureau d'études Magéo qui les avait conçus comme ça, qui sont les canalisations, enfin, les dimensionnements standards. Il n'y a pas besoin de réseau. Et donc, on a supprimé, bon, bah, je n'ai pas la diapo, mais on a fait un réseau qui est que superficiel. Et c'est intéressant, là aussi, ça veut dire que c'est le paysagiste ou l'architecte ou le bureau d'études Verdet qui va redessiner la chose. Par contre, il y a une gouvernance qui est très importante parce qu'il faut orchestrer tout ça. Et là, c'est aussi aux maîtrises d'ouvrage, il me semble, ou à l'urbaniste de faire ça parce que la complexité, elle n'est pas technique, elle est vraiment sur cette coordination. Par exemple, là, on voit ici, là, il y a une pluie 50 ans, donc on est allé, le client, la Samoa, est allé faire des photos. Et par exemple, ça, c'est la gargouille qui fait que les eaux de pluie descendent non pas au R-1 pour accorder les tuyaux, mais on leur a imposé de se raccorder au niveau du terrain naturel. Et ça, c'est des petites complexités, mais qu'on ne peut pas lâcher. Si jamais il y a un bâtiment qui se raccorde au R-1, il faut mettre des tuyaux et toute la logique, elle est partie. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui posent problème. Voilà, et ça implique ce type de paysage. Voilà. Et j'arrive là, enfin, où pourquoi j'ai été... voilà, ça vous en avez parlé. Aujourd'hui, on peut récupérer aussi les eaux grises. Ça, c'est formidable. Et surtout, pour les espaces verts. Et là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut avoir un espace vert qui gère les pluies exceptionnelles, bassin de rétention, qui gère les petites pluies qui absorbent, donc qui va générer de la fraîcheur, sauf qu'en plein été, on n'a pas cette eau, exactement comme vous avez dit. Il faut donc trouver une troisième source, ou en tout cas une troisième... je sais pas quoi, fonctionnement. Ça tombe bien, il y a la règle qui nous le propose. Aujourd'hui, on peut récupérer les eaux grises. Donc aujourd'hui, et comme vous avez très bien dit, il n'y a pas besoin d'avoir tout un délire technique, en fait, pour juste hydrater les espaces verts qui sont les îlots de fraîcheur. Sachant que nous, mais après, chacun le décline comme il veut, nous, on hydrate en sous-sol pour ne pas avoir de contact avec l'eau. Bref, voilà. Ah, mais j'ai pas fini. Exactement, bien sûr. Mais là, ce qui est super, c'est que même avec un tout petit peu d'eau, l'été, même si c'est un tout petit peu, en fait, on prend juste une gaine, on descend une gaine, c'est un tout petit peu, mais ça permet d'avoir cette humidité qui va faire que la végétation va évapotranspirer, quoi. Voilà. Et la piscine, pour laquelle donc je suis venu après avoir dépassé 3 minutes 26, mais j'ai presque terminé. Non, ce qui est super, c'est que c'est dans le quartier Ouest des Écrivains, la paysagiste qui est Marion Talagrand, voilà, avait déjà cette logique-là de se dire on va faire un grand mail vert, et ce grand mail vert, on va y mettre les petites pluies, absorption des petites pluies, et les pluies exceptionnelles. Il y avait déjà cette logique-là. Il y avait déjà cette logique de dire ça sera un espace de fraîcheur. Et nous, quand on s'est un peu penché sur la chose, et en faisant à peu près les modélisations que vous avez faites, on a vu qu'en plein été, au moment où on aura besoin de cette fraîcheur, il n'y aura pas cette eau. Il n'y aura pas cette eau de pluie. Donc la végétation va se refermer, ne va pas évapotranspirer, donc ne va pas générer cette fraîcheur. Et donc, on a vu qu'il y a une piscine publique, où là, c'est une 4e réglementation qui oblige les piscines publiques à rejeter entre 30 litres et 100 litres par jour et par usager. Ça, au réseau d'eau usée. Donc cette piscine, c'est 100 mètres cubes par jour en plein été qu'elle balance tous les jours au réseau d'eau usée. Donc on s'est dit, mais puisqu'il y a cette source, ce trésor en eau en plein été, autant qu'il aille à hydrater ces espaces verts. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, on n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait Maths Sup. Enfin bref, c'est assez simple comme idée, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on a dit, bah là, on va prendre l'eau de la piscine, on va un petit peu l'aérer, ensuite, on va un petit peu la phytoépurer, et ensuite, on va créer un réseau qui viendra gravitairement hydrater cet espace vert. Sauf que très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un coût relativement important. Donc, on a eu une autre approche, qui est pour l'instant celle qui est retenue, mais qui est de dire, en fait, on va prendre l'eau de la piscine, on va la traiter de façon un peu plus complète et on va l'injecter dans la nappe. Et ça, toute l'année. Donc, toute l'année, on recharge la nappe. La nappe, c'est un réservoir, c'est ça la ressource.
Donc, on va la recharger toute l'année, toute l'année, toute l'année. Et puis ensuite, on va avec une petite pompe, avec des panneaux solaires, bien sûr. On va pomper un petit peu là où on a envie, dans la nappe. Ça, juste en plein été. Donc, en gros, on va pomper 1/20 de ce qu'on a rechargé. Mais ce qui nous permet de dire au pouvoir public, autorisez-nous à pomper, même en période de stress hydrique, pour des raisons sanitaires, hein, puisque ça va être pour hydrater un espace vert, un parc où il y a des enfants qui ne partent pas en vacances. Enfin, je ne veux pas faire pleurer, mais c'est ça le quartier des NPNRU. Donc, il y a une vraie fonction. Il faut que cet espace soit vert parce qu'ils vont y être tout l'été et il faut de l'eau pour activer la chose. Donc, a priori, ce deal, il est accepté puisque, Yannick en parlera après, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un stade beaucoup plus développé. Nous, on avait avancé un peu plus, mais d'autres vont encore avancer plus sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est une façon donc d'associer toutes ces problématiques. Vous voyez, c'est là où il faut réfléchir en tant qu'urbaniste, en tant que paysagiste, en tant qu'hydrologue, en tant que bureau d'études VRD, pour que ce métabolisme dans son ensemble soit mis en œuvre. Mais en réalité, une fois qu'il est mis en œuvre, il n'y a rien de compliqué. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça, c'est dommage, mais c'était là, c'est quand nous, on s'est mis à nous droguer parce qu'on abusait de nous à l'EMS et où on a fait une espèce de fontaine avec de l'eau de pluie, de l'eau grise, etc. Voilà, qui se voulait c'est juste pour montrer notre perversité. L'idée, c'était qu'on récupère plein d'eau, qu'on stocke en sous-sol. Et il y avait des enfants qui venaient pomper sur des matelas d'eau, comme ça, en plein été, pour faire monter l'eau et arroser des espaces verts ici. Et ça n'a pas été retenu par DAST. On a été refusé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Du coup, pour conclure un peu les échanges, je me tourne vers toi, Vincent, puisque j'ai l'impression on a parlé de gouvernance, on a parlé de problématiques de gestion, on a parlé d'espaces verts, d'assainissement, de voirie, bref, plein de compétences diverses et variées. On a parlé de la problématique de la gestion en aval, on a parlé de la problématique de la conception en amont. Quand on est à EMO, comment on gère tout ça et qu'est-ce que ça implique comme changement de pratique, comme changement de compétences et comme... ouais. Ouais, on remercie juste Christian d'être venu. Je répondrai aux questions relatives à Christian dans leur application liée au territoire métropolitain. Parce que merci pour la présentation du contexte et à la prochaine. Donc, moi, je suis à la direction des espaces publics et naturels et mon rôle est d'accompagner les projets d'aménagement des espaces publics, justement pour décliner la présentation de Christian là, sur l'aménagement de nos espaces dans les projets d'aménagement. Évidemment, ça pose des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans la présentation, il y a eu plusieurs niveaux de mise en œuvre, à la fois chez des privés, dans le cadre du renouvellement urbain dans le quartier Élysée-Mâcon, les petites taches bleues qui étaient présentées en toiture, c'est vraiment la gestion des eaux privées du bailleur qui sont aménagées. Évidemment, on se pose les mêmes questions sur l'aménagement des espaces publics et on a en fait toutes ces typologies-là de travaux qui vont nécessiter de se poser la question de l'entretien, de la pérennité de l'aménagement en fonction des capacités du gestionnaire. Et donc évidemment, dans la conception des espaces publics sur l'Eurométropole, un de mes rôles est, dans le cadre des projets, de faire cette jointure entre, d'un côté, des objectifs, des orientations, des besoins émergents de l'assainissement, avec ces problématiques de réseau, de saturation, de débordement, et l'acceptabilité des solutions mises en œuvre par les services espaces verts et par le service voie publique. Donc moi, je suis positionné à la direction des espaces publics, donc en lien avec ces deux services, dans la même direction. Ce qui fait écho à la présentation qui a été faite et à ce qu'on réalise aussi dans le cadre de Citadelle. Puisque au démarrage, on avait plutôt un projet relativement plat avec un objectif, une idée de
à l'origine du projet plutôt une idée de rejet en tuyau réseau séparatif. Et au final, le fil de la réflexion et la déclinaison de cette gestion intégrée des eaux pluviales a permis d'aller vers une solution plus en pente maîtrisée bien sûr, et avec des dispositifs de gestion de l'eau en cascade où les eaux qui s'abattent sur les espaces publics viennent converger vers une espèce de maille centrale qui communique du sud-est vers le nord-ouest, qui traverse l'ensemble du parc et qui donc permet à chaque branche de voirie qui vient s'y raccorder de proposer un chemin de l'eau continu en ayant par endroits des petits ressauts qui permettent de faire du stockage et in fine un rejet des eaux en trop-plein dans la darse située tout au nord du quartier. Donc on a bien cette continuité hydraulique en gros du haut de la toiture, même si les toitures pour le coup sont gérées à la parcelle, mais de la tête de bassin espace public vers le rejet en milieu naturel après avoir alimenté, c'est là que c'est important, c'est pas qu'une question de gestion de l'eau, c'est après avoir alimenté des espaces verts et après avoir rendu cet espace urbain plus vivable, plus acceptable, plus vert, puisque du coup, après les périodes de sécheresse en été, chaque petit orage bénéficiera à l'espace vert et permettra d'apporter cet effet bioclimatique. Et donc, on a essayé de concevoir comme ça le projet et finalement de sortir l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux pluviales, ce qui a posé des questions, et c'est là où j'en reviens à l'origine de ta question, ce qui a posé des questions sur l'acceptabilité des solutions mises en œuvre. Évidemment, au départ, on vient avec on va faire des nœuds, on va leur donner une certaine largeur, on va faire une profondeur, et puis l'eau, elle a qu'à passer là-dedans, et puis elle s'infiltrera. Sauf qu'évidemment, ça pose des questions dans le cadre d'un projet dont le plan guide a déjà été élaboré. Ça pose des questions de largeur des voiries, ça pose des questions de largeur des espaces verts, du stationnement, de tout ce qu'on veut y mettre, et donc de géométrie de l'aménagement. Là, la solution qui a été proposée, c'est de faire finalement des espaces verts pas trop creux, qui permettent de guider les eaux, qui permettront alors un niveau de service depuis 20 ans quand même défini, mais qui vont permettre, en cas de survenue d'un événement pluvieux majeur, d'éviter tout débordement dans les espaces privatifs et les accumulations d'eau sur les espaces publics. Voilà, c'est la manière où ça a été conçu, en association avec le service espace vert pour sa capacité à entretenir ces aménagements dédiés à la gestion de l'eau, puisque sur Ville de Strasbourg, on a les ouvrages type nous sont gérés par le service espace vert de la Ville de Strasbourg. Et en lien aussi avec le service voie publique pour l'acceptabilité d'avoir des cheminements d'eau qui traversent des axes de circulation, qui traversent des axes piétons. Voilà, donc on a redimensionné l'ensemble du projet. Et du coup, pour compléter, ça marche, oui. Ouais. Pour compléter, et être très concret, quand cette volonté de gérer l'eau, y compris des épisodes un plus intenses, par des nous, à un moment donné, c'est ce que tu as dit. Et là, au final, vous avez décidé de faire des nous finalement pas très creuses et qui conduisent l'eau. Mais effectivement, la première réflexion, c'est de dire on va augmenter la capacité des nous. Donc, augmenter la capacité des nous, il n'y a pas 36 solutions. Soit on les élargit, mais le plan guide est déjà arrêté. La taille des voiries est fixée. À un moment donné, il y a des contraintes. Enfin, il y a des largeurs de trottoirs, des largeurs de voiries en dessous desquelles on ne peut pas descendre. Et puis, de toute façon, il y a aussi la distance des bâtiments. Donc, si on les creuse, et l'autre manière, c'est de les creuser. Et de les creuser, on ne sait plus forcément les entretenir. On ne sait plus couper la végétation de manière mécanisée ou à moindre frais, etc. Et donc, on était dans des impasses. Donc, c'est là où il faut trouver des solutions. Et c'est là où où finalement on a été mis en contact avec Victoire et où on est arrivé à échanger sur ce sujet-là. Puisque à force d'être en relation avec les collègues concernés, je commence à connaître leurs attentes et leurs perspectives et leur niveau d'acceptabilité. Et donc finalement, on sait aujourd'hui ce qu'on est capable de dimensionner et de projeter pour arriver à des solutions de compromis adaptées à chaque situation. Puisqu'une solution de compromis d'un quartier neuf
ou d'un quartier en réaménagement sont évidemment très différentes. Quand on est en requalification urbaine, on est encore plus contraint dans le dimensionnement et dans le projet d'aménagement. Donc voilà, on a tout ce retour maintenant de 4-5 ans de conception d'aménagement d'espace qui nous permet de proposer des solutions. Donc faut pas hésiter à solliciter les services maintenant. Et puis, en l'occurrence, là c'était moi sur ce projet-là, pour modifier à la marge le projet. Peut-être une question, soit pour Maxime, soit pour Martin, je ne sais pas, mais on a beaucoup parlé de la réglementation aussi. Et pour le coup, avec une réglementation qui a plutôt donné un coup de pouce et qui est plutôt en avance, comment justement la réglementation a évolué? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que ça rend possible? Et quelles sont les perspectives pour la suite? Alors, je vais répondre du point de vue, on va dire, collectivité et services eau et assainissement. C'est vrai que, alors voilà, en avance, mais pas par rapport à d'autres pays, hein. La France et les autorités françaises, on a vu le mot de ARS tout à l'heure, et la Direction générale de la santé est quand même très à cheval, et ça se comprend, sur la sécurité sanitaire des gens, des usagers essentiellement. Et clairement, cette évolution, elle fait qu'aujourd'hui, nous, services eau et assainissement, on n'est pas encore prêts, même dans nos règlements qui évoluent pas non plus tous les ans. Pour le moment, ils ne sont pas encore à jour vis-à-vis de cette possibilité d'utiliser ces EICH à l'intérieur des bâtiments. Mais du coup, on est évidemment, et Citadel, c'est un très bon, une très bonne opportunité, très preneur des expérimentations qu'on peut suivre pour justement voir est-ce que, si, parce que ça va marcher forcément, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les contraintes et qu'est-ce qu'il faut anticiper pour la suite, surtout en prévoyant dans le futur si toutes ces solutions se développent vraiment, parce que aussi on va avoir de plus en plus de demandes que ce soit de bailleurs, de citoyens qui sont habitants, de propriétaires, d'architectes, etc. Il faut qu'on soit capable de répondre de la manière la plus pertinente pour assurer derrière que tout soit bon à l'échelle globale. Parce que une des peurs, même à l'intérieur de mon service, c'est que les gens avec les différentes connexions d'eau potable et d'eau EICH fassent un peu n'importe quoi et fassent que déjà ils boivent de l'eau qu'ils ne sont pas censés boire et donc se mettent en danger. Et de même pouvoir peut-être créer des retours d'eau non potable dans le réseau public d'eau potable. Et on vous imagine les conséquences que ça peut avoir. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir des expérimentations, du retour d'expérience sur notre territoire, mais aussi d'autres territoires français. On ne l'a peut-être pas dit, mais il y a aussi un autre DVD, j'ai oublié lequel c'est, celui de Saclay, qui regarde aussi ces thématiques de réutilisation des eaux grises. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est Paris-Saclay. Et donc, en fait, tous, on cherche un peu du retour d'expérience pour se mettre dans des bonnes conditions pour qu'en termes techniques, environnementaux et de sécurité sanitaire par la suite, il n'y ait pas de souci et que le sujet nous échappe avec un nous qui est plus large que la collectivité d'ailleurs. Et pour compléter, effectivement, la France n'est pas forcément en avance. Avant que le projet d'arrêté qu'on évoque, qui a été publié en décembre 2023, on avait regardé ce qui se faisait dans les autres pays. Au Japon, l'eau des toilettes l'eau des douches est réutilisée depuis au moins 30 ans. On a trouvé beaucoup de réglementations dans différents pays sur différents critères, en Allemagne notamment, sur laquelle au début on s'est beaucoup basé. Et quand le projet d'arrêté a été publié, en fait, la France a mis beaucoup de critères, toujours plus stricts que ce qu'il y avait autour, parce qu'on est encore au stade d'expérimentation. Et après, donc voilà au niveau de la partie réglementaire, où c'est qu'on en est. Et au niveau bâtiment et évolution, et de cet impact, en tout cas de ce que je connais moi, la RE 2020, du coup pour les bâtiments neufs, présente déjà des indicateurs eau. Donc il nous donne la consommation d'eau sur 50 ans d'un bâtiment. C'est un indicateur, c'est tout. Elle est un peu considérée dans le bilan carbone, effectivement, mais ce n'est pas un objectif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un objectif, mais les objectifs européens que traduit la RE 2020 et qui va être mis à jour tous les 4 ans et quelques, vont certainement tendre à avoir un objectif sur l'eau et du coup à tendre vers à ce que l'expérimentation devienne un peu plus courante,
que les risques et exigences soient revus et maîtrisés par l'ensemble des intervenants d'un projet. Très bien, merci. Je vous propose qu'on garde un peu de temps d'échange pour la salle. Alors, une fois n'est pas coutume, peut-être c'est les intervenants qui vont interroger la salle. Yannick, je te regarde. Peut-être tu peux nous dire un peu quelles ont été les suites de cette étude sur les eaux de piscine? Oui, bonjour, je suis Yannick Roth et donc c'est moi qui avais missionné à l'époque Christian Piel sur ces expérimentations dans les programmes de renouvellement urbain. Alors sur la piscine aujourd'hui, il y a vraiment deux beaux résultats qui sont en train de, on va dire, d'émerger. Donc l'expérimentation que Christian vous a présentée a vraiment poussé la direction des sports à s'interroger, à se saisir du sujet qu'ils n'avaient pas obligatoirement dans le collimateur, hein, voilà. Et aujourd'hui, ils sont en train d'expérimenter, ils vont expérimenter une solution d'ultrafiltration pour réutiliser l'eau de piscine en eau de piscine, qui est quand même assez vertueux. Donc ça, c'est une solution technique là qui nous a été présentée début du mois et qui va être, qui normalement devrait être expérimentée très concrètement. Et il y a, donc on est à l'INSA ici, mais on travaille aussi beaucoup avec l'ENGES. Et l'ENGES a proposé suite vraiment à l'expérimentation de réaliser un doctorat autour de l'infiltration de l'eau de piscine dans plusieurs échantillons de terre, hein. Alors il y aura les échantillons seront multiples et variés en fonction, pour s'adapter en tout cas aux différentes situations qu'on a sur l'Eurométropole. Et ils vont donc infiltrer de l'eau de piscine et voir comment les terres se comportent. Est-ce que les composants chimiques de l'eau de piscine se dégradent bien? Voilà. Pour en tout cas accompagner, répondre aux exigences de l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, répondre aux exigences de la police du bâtiment. C'est vrai que Christian n'en a pas parlé, mais il y a tout un débat avec ces deux instances. Et donc, voilà, tout ça est sur la table. Alors après, voilà, un doctorat, ça demande un peu d'argent, hein, pour être financé. Donc, voilà, on est en train de s'interroger avec la direction de l'eau, la direction des sports, si on donne suite ou pas. Mais en tout cas, il y a ces deux pistes extrêmement concrètes qui sont sur la table. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Merci. Les Suisses étudient des solutions de toilettes sèches dans des logements collectifs, parce que c'est un poste important et problématique en termes de traitement. Alors, qui veut réagir là-dessus? Martin, Maxime, vous avez des... Oui, on a fait le choix de ne pas forcément regarder ça dans le cadre de Citadel. En France, il y a un collectif qui le teste en Bretagne, j'ai oublié leur nom, depuis plusieurs années, mais c'est vrai que c'est aussi une option en termes de préservation de la ressource en eau. Et puis ça pose des questions organisationnelles et d'acceptabilité derrière. Et en complément, chose qu'on a évoquée dans notre étude à la fin, c'est que on parle de traitement de réseaux de récupération pour après rediffuser partout, après avoir filtré et suivi l'eau. Mais ne serait-ce qu'avoir un lave-main qui remplit le réservoir des WC, c'est aussi des choses très bêtes qui sont efficaces pour économiser l'eau ou en tout cas l'utiliser 2 fois avant de la rejeter. Une autre question? Les aspects écologiques, hein, très importants, de la réutilisation des eaux grises. Il y a aussi, et puis aussi pour les eaux de pluie, il y a les aspects énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a du contenu énergétique aussi thermique dans les eaux grises, en particulier des douches ou de la vaisselle. Bon, il y a peut-être intérêt à récupérer une bonne partie de cette chaleur-là en transit, hein, tout simplement, par un bon échangeur. Hein, voilà. Et puis, il y a un autre aspect, c'est pour les eaux de pluie,
a pour vocation à retrouver son chemin naturel vers la terre et vers les plantes. Entre-temps, il peut être très utile d'avoir du stockage également, donc vous en avez parlé, hein, du stockage soit à l'intérieur, dans le sous-sol, soit entre bâtiments enterrés, peu importe, hein, de manière à faire un tampon thermique pour, en particulier, la réfrigération d'été des bâtiments, à travers les planchers, par exemple. Ça, c'est une solution qui, justement, a été mise au point ici, dans ce bâtiment, donc par un collègue de l'INSA. Et qui fonctionne bien, hein, donc avec changeur, mais le trop-plein, évidemment, retourne avec les réseaux usés, bien sûr, de pluie, hein, bien sûr. Donc, on se sert de ce tampon thermique, à la fois pour la géothermie, puisqu'il est en contact avec la terre thermiquement, et en même temps, il peut rafraîchir effectivement les bâtiments en été. Donc, il joue ce rôle de tampon, en général. Donc, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue économique aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez ce genre de concept également, intégrer ce genre de concept. Alors, sur le deuxième point, on avait échangé. Il me semble qu'à ce stade, c'est quand même en développement plutôt pour des maisons individuelles. Ça peut assez facilement aussi imaginer plus. Absolument. Oui, sur des choses plus grosses, mais pour l'instant, on n'avait pas retenu ça. Martin, tu voulais réagir sur le. Oui, sur la partie eau usée, il existe effectivement des systèmes de récupération de chaleur sur les eaux usées de manière directe pour réchauffer l'eau qui arrive dans les équipements ou de manière collective en récupérant des gros bassins et de la chaleur en sous-sol ou délocalisée. Ça a été très vite écarté parce qu'on était dans le cadre de la citadelle qui n'a pas de sous-sol et qui a des bâtiments très peu élevés, donc des volumes d'eau chaude très faibles en densité. Et par gravité, c'est pratique de récupérer en sous-sol, mais quand on n'a qu'un rez-de-chaussée, c'est plus compliqué. Voilà. Mais des systèmes existent et c'est, je pense encore, ça fait 10-15 ans que c'est, je dirais, utilisé comme moyen d'économie d'énergie. Alors, pardon, on voulait juste, peut-être la dernière question sera pour là, mais on voulait juste aussi compléter sur un dernier point qu'on a travaillé aussi sur la préservation des ressources en eau, notamment lié aux biocides. Oui, je parlais au tout début de l'introduction de la préservation de la ressource. Il y a l'aspect sobriété, moins de prélèvements, mais il y a aussi envoyer moins de pollution. Et on travaille avec pas mal d'acteurs du territoire. Et sur le côté architecte, urbaniste, ça vous intéresse évidemment. C'est sur la pollution qui peut provenir des biocides qui sont présents dans les enduits, les revêtements, les peintures de façade. Donc quand la pluie ruisselle dessus, sur aussi d'autres surfaces urbaines, elle importe une partie de la pollution, une partie de ces biocides qui peut donc soit rejoindre le réseau d'assainissement, soit rejoindre les sols et du coup potentiellement polluer les sols et la nappe. Donc on travaille avec des chercheurs de l'EOS, de l'ENGES, du CNRS sur un projet qui s'appelle Reactive City pour mieux quantifier ces biocides qui sont emportés, mieux estimer le risque que cela représente, si ça en représente un au niveau sanitaire, au niveau pollution environnementale, et trouver des solutions, que ce soit architecturales ou de substitution des produits, dans la façon de concevoir les bâtiments. Voilà. Et ça, c'est intégré aussi dans la démarche Pacte qui est portée par aussi nos collègues de l'Eurométropole. Peut-être une dernière question, et puis la dernière. Une courte question. Là, on fera des réponses courtes. Allez, on prend monsieur qui est... j'ai envie de dire les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, le projet Citadelle s'inscrivait dans la ZAC de Rive qui, par ambition initiale, par principe, plaçait un certain niveau d'exigence environnementale importante, comme on le fait dans la plupart des projets d'aménagement de la collectivité quand elle pilote. Donc il y avait effectivement cette dimension de la construction bois, de la cité jardin, etc., qui était déjà un invariant. C'est vrai que donc,
d'un certain aspect, c'était déjà prévu en amont. D'un autre aspect, effectivement, le démonstrateur ville durable nous a permis encore d'étudier des nouvelles hypothèses, de reprendre un peu les espaces publics, par exemple, ou d'aller chercher des innovations. Et voilà. Donc, c'est les deux. Je vous remercie pour cette table ronde. Et puis, on passe à la suite. Bon, ben, voilà. Merci beaucoup à tous les 4, 5, 6 qui sont intervenus là dans cette table ronde. Et on va terminer cette journée par une 4e table ronde sur les solutions de rafraîchissement en conception bois. Voilà, donc du coup, Katharina va animer cette table ronde. Donc, je te laisse présenter la suite. Merci beaucoup.